La messe du bout de l'an, c'est la messe traditionnelle après un an. Aujourd'hui, celle du premier anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. Monseigneur Marty, archevêque de Paris, est venu accueillir aux portes de Notre-Dame le président de la République et Madame Pompidou pour cette messe simple malgré son apparat. Nous voici de nouveau réunis, un an après le rappel à Dieu de Charles de Gaulle. Notre prière s'inspirera des intentions de la liturgie, affirmation de notre foi au Christ ressuscité, en qui nous trouvons le gage de notre propre résurrection. Prions ensemble. La messe est célébrée par le Père François de Gaulle. Seigneur, Dieu de pardon et de miséricorde, accorde à ton serviteur Charles de Gaulle, pour qui nous sommes venus prier en cet anniversaire, le séjour de la paix, le bonheur du repos en toi et la clarté de ta lumière. Le Père François de Gaulle est un neveu du général. Les membres du gouvernement sont là, aux côtés du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, les présidents des deux assemblées, au premier rang des ministres Michel Debré, Roger Frey. Joie pour mon cœur, bonheur pour mon âme, mon cœur repose tranquille. Prions ensemble. Seigneur, accorde à Charles de Gaulle l'entrée dans la demeure de lumière et de paix. C'est pour lui que nous avons célébré cette Eucharistie, qu'affranchi des liens de la mort, il obtienne d'entrer dans la plénitude de ta vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Simplicité, dépouillement à Colombey-les-Deux-Églises. En ce jour anniversaire, les enfants de Colombey ne sont pas allés en classe. Ils étaient tous avec leurs parents derrière Madame de Gaulle, à l'office célébré à 9 h par l'abbé de la paroisse, l'abbé Jauger. C'était en effet simplicité ce matin à Colombey-les-Deux-Églises. La messe basse, sans chorale et sans apparat, comme l'assistance et le recueillement de ceux du village. C'est le contre-amiral Philippe de Gaulle qui tenait au banc de la famille, à droite de la nef, la place qui était celle du général. Jean, Charles, Yves, Anne, petit-fils et petite-fille, le général de Boissieu, son gendre, son fils Philippe, sa fille, ont longuement entouré Madame de Gaulle, recueillie devant la dalle de grès rose, gravée des noms d'Anne et Charles de Gaulle. Sur la dalle, seul hommage, une gerbe de roses rouges déposée au lever du jour par la gouvernante de la boisserie et des chrysanthèmes blancs. Le premier anniversaire de ce soir de novembre est ici un jour comme les autres. Une messe de campagne, le recueillement quotidien des pèlerins anonymes. Madame de Gaulle souhaitait que cela soit le seul hommage de Colombey. Ce soir, alors que Paris se souviendra en Saint-Louis des Invalides, c'est l'aumônier de la gendarmerie de Chaumont qui viendra dire une messe ici, à une intention particulière, mais c'est à la boisserie que Madame de Gaulle se recueillera. Sur cette même antenne, 18h55, première chaîne, retransmission en direct de l'office de Saint-Louis des Invalides. Retenons encore le message qu'a envoyé Mme Gandhi à Mme de Gaulle. Le Premier ministre indien, qui poursuit sa visite à Paris par des entretiens élargis cet après-midi à l'hôtel Matignon. Mme Gandhi, donc, regrette de ne pouvoir se rendre à Colombey, tant son séjour est bref.
ça aurait été une année après sa venue à Paris pour l'hommage à Notre-Dame. Madame Gandhi était en effet l'un des 80 souverains, chefs d'État et chefs de gouvernement qui, pour rendre un dernier hommage à Charles de Gaulle, était venu l'an dernier dans notre capitale. Problème de tous les jours pour trop d'entre nous, l'emploi, des bouchées rares et la retraite que l'on voudrait à 60 ans. Les syndicats relancent leur action. Monsieur Maire, CFDT, et Monsieur Segui, CGT, sont déçus. Ils avaient demandé à être reçus tous deux par le Premier ministre, ils ne l'ont pas été. Ils se sont entretenus hier avec les représentants du patronat et là, ils se sont heurtés, ont-ils dit, à un refus de négocier. Guy Claes. Oui, il faut distinguer deux séries de problèmes tout de même. Il y a le problème de l'abaissement de l'âge de la retraite en général, et puis il y a le problème des vieux travailleurs de plus de 60 ans qui se trouvent au chômage et dont on essaie à ce moment-là d'améliorer les conditions de vie par un système de pré-retraite. Alors sur ce dernier point, sur le problème des vieux travailleurs de plus de 60 ans, il y a eu un accord, un début d'accord en tout cas de principe entre le patronat d'une part, Force ouvrière et la CFTC pour aménager donc un système de pré-retraite qui ne soit ni le chômage ni tout à fait la retraite, mais qui permette de vivre décemment. D'ailleurs, le gouvernement, le mois dernier, a déjà pris une série de dispositions qui devraient permettre d'arriver en 1975 à la situation suivante pour un homme de plus de 60 ans au chômage, 50% du salaire de base, plus 20% versés par les caisses complémentaires, ce qui ferait 70%. Vous voyez qu'on approche là d'un système de retraite très convenable. Pour les 5 années, entre 60 et 65 ans. Alors, le CNPF et les syndicats sont décidés à aller plus loin. Et la CGT et la CFDT ont accepté le principe de négociation sur ce point. Alors là, c'est un premier point et il peut y avoir progrès. Là, il peut y avoir progrès, ça semble même assez bien parti. Deuxième point, l'abaissement en général de l'âge de la retraite. Alors là, le CNPF a été formel, c'est sa position permanente. Ce n'est pas de notre ressort, disent les patrons, c'est du ressort du gouvernement et du Parlement. Nous ne pouvons pas en discuter. Quant au gouvernement, eh bien, sa position est connue là-dessus. Il estime qu'il est actuellement impossible de généraliser l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans. Il y a donc là une impasse complète et c'est pourquoi la CGT et la CFDT vont relancer leur action avec une semaine de revendications et d'arrêt de travail du 17 au 28 novembre. Et même des journées de grève, semble-t-il. Il y aura quelques arrêts de travail ou des journées de grève, ce n'est pas très précis encore, on ne connaît pas très bien le détail. Alors, ce problème rejoint évidemment celui de l'emploi, comme vous le disiez tout à l'heure, et cet après-midi, à Matignon, chez le Premier ministre, il y a un conseil interministériel consacré au problème de l'emploi, un problème que le gouvernement ne veut pas dramatiser, tout comme la CNPF d'ailleurs, mais qu'il ne veut pas non plus laisser pourrir, et cet après-midi, on attend de nouvelles mesures et aussi des décrets d'application de plusieurs lois votées l'été dernier par le Parlement et qui devraient permettre de relancer un peu la politique de l'emploi. Bon, je vous propose d'aller voir à la bourse ce qu'en pensent les financiers et les milieux industriels. Michel Tardieu. Bien évidemment, à la bourse, on entend mieux les raisons qu'avance le patronat que celles qu'avancent les syndicats, et c'est bien normal. Et on trouve qu'effectivement, augmenter la charge que supportent les entreprises par un abaissement de l'âge de la retraite, et que cette augmentation du budget des retraites soit un doublement, comme le dit le patronat, ou simplement une augmentation de 50%, comme le disent les syndicats, ce serait une charge qui arriverait bien mal à un moment où la concurrence internationale est tellement rude que la moindre augmentation des coûts de production risque de se traduire par une perte d'activité et donc finalement par un peu plus de chômage. Donc ici, on entend mieux ce qui se dit avenue Pierre Ier de Serbie que ce qui se dit dans les centrales syndicales. Mais je crois que les syndicats eux-mêmes ne se font pas une très grande illusion sur les chances d'aboutir de cette revendication brutale du droit à la retraite pour tout le monde à 60 ans. Et il est probable que pour certains syndicats en tout cas, c'était une façon de poser les conditions de travail et la préparation de la retraite, ce qu'on appelle le troisième âge, la préparation de ce troisième âge entre l'activité et la retraite. Et ce sera peut-être précisément la façon de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes actuellement. Parce que si on pose le problème en termes purement politiques, retraite à 60 ans, ce qui est un excellent cheval de bataille parce que tous les travailleurs y sont sensibles, si on le pose également de l'autre côté, comme le font certains patrons, en termes purement économiques, impossibilité d'imposer aux entreprises une charge telle en ce moment, évidemment c'est l'impasse complète. Mais si on veut bien aller sur le terrain plus humain de la préparation précisément de l'âge de la retraite pour les travailleurs et de la possibilité de donner aux plus fatigués et aux plus inadaptés la possibilité de sortir, eh bien là il y a sûrement un terrain d'entente et c'est pourquoi hier le CNPF et la plupart des centrales syndicales ont déjà accepté de négocier sur ce premier point. Et je crois que ce qui ressortira en tout cas de cette grande revendication syndicale, c'est sûrement ça, c'est sûrement l'aménagement de ce troisième âge entre l'activité réelle et la retraite complète.
À tout à l'heure, 13h50 à peu près pour les cours de la bourse. En tous les cas, le gouvernement veut encourager les industriels français à avoir des idées, comme le personnage de cette caricature, les idées les plus lumineuses possibles. Depuis hier se tient à Paris, sous la présidence de M. Ortoli, ministre du Développement industriel, on pourrait aussi dire ministre des idées maintenant, un grand colloque sur l'innovation et le progrès. Et nous parlerons de l'innovation et du progrès dans notre page spéciale Hebdomidi Affaires tout à l'heure, dans un quart d'heure environ. Incompatible avec le mandat de parlementaire, de nouveaux emplois dans l'immobilier. Le projet de loi sur les situations que ne peuvent occuper les parlementaires vient d'être complété. On a ajouté à la liste prévue les emplois dans toute société immobilière faisant appel publiquement à l'épargne, dans les sociétés et entreprises qui vendent et construisent appartements, bureaux, etc., et dans les filiales de ces entreprises. Projet défendu par le ministre de la Justice devant l'Assemblée nationale le 25 de ce mois. Citron au diphényl, jambon au polyphosphate, jus de fruits presque sans fruits. On a parlé de tout cela à l'Assemblée nationale hier, au cours du premier débat sur le budget du nouveau ministère de l'Environnement. Nourriture et éléments sont menacés, l'esthétique aussi est menacée un peu partout dans notre pays. Budget de 200 millions pour M. Poujade, le ministre responsable, mais il en faudrait, pense-t-on, 500. C'est un début pour cette vaste tâche de protection de la nature. Changement du paysage parisien, le zouave de l'Alma attend la construction de son nouveau pont. Le zouave est patient et nous à la télévision aussi, nous sommes tout près du pont de l'Alma. Nous sommes patients car les travaux ont été retardés de plusieurs mois pour des raisons de crédit. Les travaux vont lentement, aussi lentement que ces éléments du nouveau pont sur la Seine. À 8 heures ce matin, pose d'un tronçon de tablier, 70 mètres de long, 160 tonnes. Enfin, les travaux ont repris après cette longue attente. Ça va aller maintenant, espérons-le. Accident, catastrophe, détresse, plusieurs nouvelles de la matinée. Un bateau français, le cargo Maori des messageries maritimes, en difficulté à quelques 300-400 milles au large de l'île d'Ouessant. 39 hommes à bord, une chaloupe et des hommes repérés à la mer, sauvetage en cours. Dernière dépêche reçue, on a aperçu des hommes à la mer et des épaves, ce qui laisse supposer que le bâtiment s'est abîmé dans les flots. L'aéronaval de l'Anbiway est sur place, ainsi que des cargos de diverses nationalités qui convergent vers les lieux du sinistre présumé. Autre chose, un avion de transport de l'armée britannique perdu corps et biens près des côtes italiennes, en Ligurie, 52 disparus, équipage et parachutistes. Dépêche là aussi de dernière minute, 13h10 AFP, c'est un wagon volant Hercule C-130 qui s'est abîmé, un des appareils les plus modernes au service de la RAF. Il ne semble pas qu'il y ait de survivants. L'accident dans un établissement de construction automobile, hier à Forest, près de Bruxelles, 5 morts et 9 blessés. Voilà son bilan. Et puis jambes cassées et délit de fuite. Boulevard Saint-Germain à Paris hier soir. Jambes cassées pour Jean-Pierre Chapelle, notre ami de l'équipe de 24 heures sur la 2, renversé sur son cyclomoteur, fracture de la jambe gauche. L'automobiliste responsable n'a pas daigné s'arrêter. J'espère que ça va s'arranger rapidement pour Jean-Pierre. Michel Drucker, les sports, Boutier a boxé hier soir, il a gagné, mais au fond, est-il vraiment satisfait de lui-même? Il n'était pas très content, en fait, notre champion d'Europe. C'était en effet sa rentrée, après 5 mois d'absence. En effet, vous savez que Boutier n'avait pas boxé depuis le mois de juin. Boutier ici. Oui, Boutier que nous voyons ici, depuis le mois de juin, où il avait, vous savez, remporté le titre de champion d'Europe en battant Douran. Et cette rentrée aurait été en effet, j'en dis, plus concluante si le champion d'Europe n'est pas paru si nerveux au cours des 2 premiers rounds, très contracté. Et sa boxe en a souffert. Il a boxé de façon beaucoup moins claire qu'à l'habitude. Il était déçu, il l'a reconnu lui-même. Il a dit le métier de boxeur, le métier de champion est difficile, j'ai encore à travailler. Il faut pas s'arrêter 5 mois, ça doit être ça. Oui, mais vous savez, cette rentrée de Boutier a été différée à plusieurs reprises. Il devait boxer il y a 2 mois et ça l'a handicapé, c'est certain. Nous allons voir la 4e et dernière reprise, mais auparavant, je voudrais vous dire que l'adversaire de Boutier, Soriano, n'était pas le premier venu. En effet, Chateau Soriano est un Mexicain de 28 ans et si vous fréquentez de façon très assidue le Palais des Sports, vous savez qu'en 63, il avait été l'adversaire d'Adigoun dans la catégorie des poids légers. Soriano était alors un des meilleurs boxeurs du monde dans cette catégorie. Depuis, vous allez pouvoir le constater, il a pris du poids et il a changé de catégorie. Il boxe depuis 2 ou 3 ans dans la catégorie des mi-moyens et des moyens. Voilà, vous reconnaissez bien sur Jean-Claude Boutier. Soriano est ici à gauche. Maintenant, c'est le début de la 4e reprise. Il faut vous dire qu'à la fin de la 3e reprise, Soriano a déjà été au tapis. Et là, Boutier, sur la lancée du 3e round, va faire le forcing et il va essayer d'en terminer. Le courageux Mexicain s'accroche. Je vous le répète, c'est un boxeur très expérimenté, 90 combats, alors qu'il n'a que 28 ans, il a commencé très jeune. Et ce Mexicain a gêné considérablement Boutier au cours des premières reprises.
Voilà, c'est un des tournants de ce match, 50 secondes après le début de la 4e reprise. Voilà. Soriano, très courageux, se relève. M. Gondret, à juste titre, le compte 8. Et Boutier va repartir. Il n'a pas l'air marqué, Soriano. Hein. Non, c'est un adversaire très dangereux. Et Boutier l'a dit, on l'a sous-estimé. C'est un de mes plus sérieux adversaires. Et je suis content d'avoir terminé à la 4e reprise, car après, je ne sais pas ce qui serait passé. Quelques avertissements pour les têtes. Et regardez, après un peu plus de 2 minutes de combat, Soriano, qui avait été donc 2 fois déjà à terre, va retourner au tapis pour la 3e fois, et ce sera la dernière, malgré ses protestations. Car vous allez voir, il va se relever très rapidement et protester. Ce sera tout de même le chaos irrémédiable. Vous voyez comme Boutier s'accroche, il est gêné par ce boxeur expérimenté. Et encore, la Boutier boxe beaucoup mieux qu'au début du combat, car je vous le répète, il a été très contracté, très nerveux, voire même brouillon. 5 mois, c'est long, vous aviez raison de le préciser, Jean Lanzy, c'est très long pour un boxeur champion d'Europe qui veut entretenir et qui veut se maintenir toujours au sommet de sa forme. Je crois qu'on approche de la fin, là. Hein. On approche de la fin, un peu plus de 2 minutes. Vous allez voir, un court crochet à la face, c'est terminé. Très court. Soriano va se relever péniblement, il titube, et M. Gondret, fort justement, va le retenir dans son coin, alors que le Mexicain, regardez bien, veut continuer. Oui. Nouvelle victoire pour Boutier, une victoire qui ne le satisfait pas pleinement, je le répète, il a été un peu déçu. Je vous rappelle que ce combat était très important pour le champion d'Europe qui met son titre en jeu le 13 décembre à Paris contre le Britannique Sterling. Vous entendrez d'ailleurs Boutier ce soir dans Match sur la 2. Il commentera la totalité de son combat vers 21h55. Vous pourrez voir également dans Match sur la 2 du basket en direct avec Villeurbanne Lisbonne. C'est un match de Coupe d'Europe. On a bien vu la puissance du crochet de Boutier, là. C'est tout de même une rentrée satisfaisante. Mais 5 mois, c'est trop long. Oui. Il nous le dira plus amplement ce soir. À part ça, Michel, on parle des équipes de France Oui. qui sont formées, rugby et football. Oui, nous pouvons commencer par l'équipe de rugby que nous allons voir. C'est cette équipe qui va rencontrer pour le premier test des Australiens, l'équipe d'Australie donc, le 20 de ce mois à Toulouse. Vous le voyez, cette composition, cette équipe appelle quelques commentaires. D'abord, le retour d'Elis Esther. Vous le voyez, Elis Esther joue à Valence, il remplace Bastia qui est blessé. Jean-Pierre Lux, vous le voyez également, de Dax revient. Il n'avait pu participer à la tournée en Afrique du Sud en raison de ses études. C'est donc Joe Mazot de Narbonne qui fait les frais de ce retour. Scrella du Stade Toulousain est maintenu, vous le voyez également au poste de 3e ligne L. Quant à Christian Carrère, il reste sur la touche. Enfin, il faut remarquer que Benoît Doga conserve son poste de 3e ligne centre et celui de capitaine. Parmi les remplaçants, Bénézis d'Agen, Rossignol de Brive et Jean-Michel Aguirre de Bagnères au poste de demi de mêlée. Vous parliez football, alors là, le sélectionneur Georges Boulogne a bien des problèmes depuis quelques jours pour former cette équipe qui rencontre la Bulgarie demain à Nantes pour le compte de la Coupe d'Europe des Nations. Ce n'est pas tellement la ligne d'attaque qui lui pose des problèmes, mais la défense. En principe, je dis bien en principe, cette équipe aura la composition suivante. Vous le voyez, Camerini, Novi, Quitté, Djorkaeff à l'arrière. C'est là la surprise. Quitté revient. En principe, je dis bien en principe, le joueur de Nice, le capitaine niçois, devrait tenir son poste, mais Herbin, qui a été rappelé lui aussi, Herbin a 33 ans, Herbin n'a pas donné sa réponse définitive. Cette équipe de France, vous l'avez donc vu, en attaque, pas de surprise. Camerini, c'est une surprise, jouera au poste d'arrière latéral avec Djorkaeff et le centre de la défense sera occupé par Novi et Quitté. Le match est télévisé demain à 20h25. Sur la première chaîne, on ne passe pas le ping-pong. Je ne vous parlerai donc pas de ping-pong. Michel livre des petits secrets de fabrication Bien, du journal. je voudrais tout de même vous il faut expliquer. J'ai Oui. reçu un coup de fil en me disant on n'a pas le temps de passer le ping-pong. J'écris pour te dire on ne passe pas le ping-pong. Voilà. Et on n'en passe pas, mais on parle. Et on dit parle. que les pongistes chinois ne sont pas très diplomates. Ils sont pas... Oui, en tout cas, les Français ont été éliminés hier par la Grande-Bretagne, alors que ce crétin avait pourtant été très brillant en battant le champion du monde, le jeune Suédois Bengtsson dans l'après-midi. Les Allemands n'ont pas été plus heureux, ils ont été éliminés, mais par les Chinois, qui sont tout de même les grands favoris. Et si vous aimez le ping-pong, je vous conseille d'aller au stade de Coubertin, vous prendrez de bonnes leçons, car les pongistes chinois sont vraiment étonnants. Merci Michel Drucker. Une préface à Hebdo Affaires. Un salon est consacré au commerce. On a reparlé ces temps-ci des problèmes des petits commerçants, des artisans aussi, dont le Premier ministre doit recevoir prochainement une délégation. Équipe Mag, contraction d'équipements et de magasins, c'est un salon qui se tient en ce moment. Ce n'est pas que cela. C'est peut-être à Équipe Mag qu'on peut trouver une synthèse d'une évolution nécessaire. Question posée à Bernard Olivier, qui est là-bas pour nous. Oui, Jean Lanzy, le commerce actuellement évolue et il évolue très vite. Et au cours des 10 dernières années, ceux des commerçants qui n'ont pas su ou qui n'ont pas voulu s'adapter sont aujourd'hui au bord de la révolte.
alors un salon comme celui-ci peut peut-être les aider à s'adapter aux méthodes modernes de gestion du commerce. Et je voudrais commencer la visite de ce salon de l'équipement des magasins en demandant à M. Delerauzois, qui en est président, si finalement ça n'est pas un salon pour commerçants riches. Ce n'est pas un salon pour commerçants riches car il y a un minimum d'équipements indispensables que chaque commerçant doit réaliser. Il y a au contraire ici une confrontation de tous les matériels existants qui doit permettre à l'ensemble des commerçants de pouvoir adapter son outil de travail dans les meilleures conditions possibles et le rendre particulièrement compétitif. Il y a en plus cette année une très grande innovation avec le rond-point du commerce qui a été fait avec le concours des pouvoirs publics qui permet aux commerçants, au-delà de ses besoins en matériel d'équipement, d'être très informés en ce qui concerne tous les programmes de financement qu'il peut avoir également à faire face et en ce qui concerne également toute la partie de modernisation qui va au-delà de son outil de travail qu'est le commerce mais qui comporte même le domaine de ses connaissances. Autrement dit, on ne leur fournit pas simplement des exemples, mais aussi des informations. C'est un peu les bras et les jambes. Nous sommes maintenant au rond-point du commerce où sont regroupés tous les services d'information des commerçants. Monsieur Baudin, vous représentez ici le ministère des Finances. Alors j'ai l'impression que précisément les rapports entre le percepteur et les commerçants en difficulté ne sont pas toujours très bons. Qu'est-ce que vous pouvez leur rendre comme service ici? Des services multiples, allant de la localisation des magasins jusqu'à la modernisation des installations, des services concernant les crédits. Au fond, l'ensemble des services que peut réclamer un commerçant de compétition, puisque les commerçants d'aujourd'hui doivent être des commerçants de compétition. Alors ne vous étonnez pas de voir ici le ministère des Finances, puisqu'il ne faut pas qu'il soit conforme à une certaine idée qu'on se fait de lui, mais être aujourd'hui un ministère qui ne craint pas de descendre dans les endroits où il peut rencontrer les commerçants eux-mêmes, s'enquérir de leurs besoins. En fin de compte, vous le voyez bien, nous sommes ici responsables de la réponse à un certain nombre de besoins d'information. Il faut répondre non seulement entre fonctionnaires, mais avec tous ceux qui sont les partenaires de l'administration. Mais précisément, est-ce que le ministère des Finances peut en outre aider financièrement les commerçants? Le ministère des Finances peut aider financièrement les commerçants sous certaines conditions. Bien entendu, il ne s'agit pas d'aider ceux qui sont déjà morts, il s'agit d'aider au contraire ceux qui sont dynamiques et qui veulent, avec leur propre effort, arriver à faire quelque chose. Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant du salon, c'est en quelque sorte la technique. Et parmi les visiteurs du salon, j'ai rencontré M. Meyer, qui est un commerçant de l'Est et qui est en quelque sorte un commerçant heureux. Pourquoi? Quelle est la recette? Il n'y a pas vraiment de recette. On peut dire que pour réussir, j'avais un peu d'argent, un peu de chance, beaucoup de travail et une centrale d'achat à ma disposition. Alors précisément, qu'est-ce qui, parmi toutes ces possibilités que vous avez eues, qu'est-ce qui vous a amené à multiplier en 15 ans par 30 la surface de votre magasin? Les nécessités de la région, l'évolution de la région qui était en progression à l'heure actuelle, et d'autre part, nous avons adapté tous les besoins, à nos besoins, toutes les techniques modernes de la distribution, c'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver ici dans ce salon. Précisément, est-ce que la visite d'un salon comme celui-ci vous apporte quelque chose à vous? Notre centrale d'achat nous apporte le principal, mais le salon est pour nous d'abord un complément, mais je pense que pour tout commerçant indépendant et isolé, ce salon peut apporter tout ce qu'il a besoin, à savoir la modernisation de son magasin, les problèmes de gestion, d'agencement, tous les problèmes qui concernent les financements de son entreprise. Tout ça, c'est finalement plus important que les prix? Les prix sont importants, mais à l'heure actuelle, ce que demande la clientèle pour un magasin, dans un magasin traditionnel, c'est en plus du prix, du confort et des services. Et notre rôle, le rôle des commerçants indépendants, c'est justement de rendre ce service, et c'est, si vous voulez, une arme que nous avons et un élément qui peut nous permettre de réussir. Nous étions dans le commerce, maintenant nous passons à l'hebdomadaire des affaires.
très longtemps, les gens à idées ont été traités comme des demeurés mentaux, les inventeurs comme pris au cerveau et les innovateurs comme des individus louches, ou pire. Mais rien n'y a fait. Les inventeurs ont continué à inventer et les choses ont changé. On a troqué la peau de bête contre le chauffage central, on a troqué le gigot de mammouth contre le canard à l'orange ou aux olives, selon les goûts, et la marche à pied pour le vélo à 1, 2, 3 ou 4 roues, ou le vélo sans roues. Alors, il a bien fallu se rendre à l'évidence, les pithécanthropes étaient plus heureux. Ou plus exactement, les pithécanthropes étaient plus heureux si les choses n'allaient pas plus mal par ailleurs. Cela a commencé par la pierre taillée, et puis on a inventé l'aiguille en plume de mammouth, après quoi on a inventé le fil, et de fil en aiguille, en passant par le zéro et l'infini, la comptabilité en partie double, le système métrique, les Shadocks et le suffrage universel, les choses en sont arrivées à ce que vous savez. Et il n'y aurait que les esprits chagrins pour regretter le gigot de mammouth et pour essayer de faire marcher l'évolution dans l'autre sens. D'abord, elle s'y serait refusée obstinément. Ensuite, pour qu'elle aille dans l'autre sens, l'évolution, il faudrait trouver un truc pour empêcher les gens d'avoir des idées. Et avouez qu'on ne s'amuserait plus beaucoup, ni les uns ni les autres. Eh bien non, ce n'est pas le retour des Shadocks, ce n'est qu'un bref extrait d'un dessin animé, lui aussi signé de Jacques Rouxel et Claude Pieplu, mais destiné à 1500 chefs d'entreprise, universitaires et savants, très sérieux, qui participent depuis hier au colloque Innovation et Progrès. La France ne réussira à atteindre son objectif industriel, qui est de doubler sa capacité de production d'ici à 1980, que si elle sait mener une véritable politique de la nouveauté. Sur 100 produits qui seront offerts aux consommateurs en 1980, 60, c'est considérable, n'ont pas encore été inventés. André Tessier-Ducrot, qui est l'auteur du livre « L'innovation ou la morale du changement », édité par Lafon et l'Usine Nouvelle, explique l'enjeu de cette lutte contre la civilisation de la routine. Vous voyez une innovation quand vous voyez un produit nouveau ou un service nouveau qui apparaît sur le marché et qui introduit un changement en nature, si vous voulez, un changement qualitatif. Vous avez des exemples? Eh bien, par exemple, quand Renault lance la Renault 12, par rapport à la Renault 6, eh bien, c'est plus confortable, ça va plus vite. Ce sont des changements en performance, ce sont des changements quantitatifs. Par contre, quand le stylo à billes apparaît pour la première fois dans un marché de stylo à plumes, là, vous avez un changement en nature qui va se traduire d'ailleurs par certains bouleversements. Oui, vous venez de citer deux exemples, d'un côté une grande firme, de l'autre côté une petite firme à l'origine, justement. Alors la question c'est, qui invente? Est-ce que c'est les petites équipes ou est-ce que c'est les grandes sociétés industrielles? Il est difficile de vouloir imposer a priori une règle générale. Disons simplement qu'on a longtemps cru, en particulier depuis la guerre, que l'âge du petit inventeur ou l'âge de la petite équipe était fini et que maintenant c'était les grands budgets de recherche, les grands laboratoires et les grandes entreprises qui avaient l'exclusivité de l'innovation majeure. En réalité, si on examine l'histoire de l'innovation au cours du XXe siècle et au cours des dernières années, on s'aperçoit que rien n'a véritablement changé et que l'innovation initiale est l'œuvre, encore très souvent, de l'homme isolé ou de la petite équipe. Par exemple, oui, citons quelques exemples. Ce n'est pas IBM qui a inventé l'ordinateur. L'ordinateur a été inventé par deux hommes isolés qui s'appelaient Eckert et Mauchly, et il a été introduit sur le marché par une toute petite entreprise qui, à l'époque, s'appelait Univac. Et IBM a dû rattraper rapidement pour reprendre le marché qu'elle risquait de perdre. Ce n'est pas Waterman qui a créé le stylo à billes, dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Il a été inventé par un isolé qui s'appelait Reynolds, qui a d'ailleurs échoué dans son lancement à l'origine, et c'est le baron Bick, un horloger d'origine, au point de vue formation technique, qui a lancé la fameuse pointe Bick. Ce n'est pas Kodak qui a créé le Polaroid. Le Dr Land était là encore un isolé qui a dû fonder son entreprise pour créer Polaroid Land, avec le succès que vous savez. Il y a une exception, c'est même le secteur de la chimie. Oui, le secteur de la chimie est une exception parce que là, la recherche initiale demande déjà de gros moyens parce qu'elle consiste en l'analyse très approfondie d'un très très grand nombre d'expérimentations possibles.
Prendre une décision dans une grande entreprise est un processus qui est lent. Et quand cette décision va consister, en somme, à choisir à quelle sauce on va être mangé, c'est-à-dire à choisir quelle est l'innovation qui va venir rendre périmé tout un secteur de fabrication, toute une gamme de produits, le métier de plusieurs milliers de personnes, peut-être même l'avenir d'une région, eh bien, il est parfaitement normal que la grande entreprise ait cette attitude conservatrice et défiante vis-à-vis de l'innovation, que l'on voit par exemple lorsque l'on a vu Fiat ou la General Motors très sceptique vis-à-vis du moteur Wankel, ou bien lorsqu'on a vu la SNCF extrêmement sceptique vis-à-vis de l'aérotrain, et autres attitudes de ce genre. Je ne discute pas le bien fondé, n'est-ce pas, ou le mal fondé de la General Motors ou de la SNCF, je constate simplement que ce pessimisme, ce scepticisme existe toujours. Kodak a été pessimiste vis-à-vis du Polaroid. Quel est le danger pour une société de ne plus rien inventer dans le domaine industriel? Eh bien, vous pouvez le voir si on raisonne non pas au niveau d'une société, mais d'abord au niveau d'une profession tout entière. Au fond, l'homme innove tout en subissant l'innovation. Et il innove dans certains secteurs, c'est-à-dire, autrement dit, pour répondre à certains besoins, beaucoup plus que dans d'autres. Nous innovons, par exemple, beaucoup pour communiquer entre nous, la télécommunication, l'électronique, pour nous transporter, n'est-ce pas, finalement, regardez le passage de la diligence au chemin de fer, à l'automobile, à l'avion à réaction, on a quand même innové assez vite. Au fond, nous innovons moins en ce qui concerne l'enseignement, qui est pourtant un besoin absolument fondamental de l'humanité. Depuis 5000 ans, ou 7000 ans, comme dirait la Bruyère, qu'il y a des hommes, on prend un professeur, on met 50 élèves devant lui, le professeur parle et les élèves écoutent. Nous n'avons guère innové dans cette activité, si ce n'est par l'imprimerie. Nous innovons très peu dans notre alimentation. Dans nos vêtements, finalement, croyez-vous qu'un homme d'il y a 300 ans serait tellement étonné de nous voir habillés comme nous le sommes aujourd'hui? Nous portons toujours du tissu qui est tissé, nous avons mécanisé le tissage. La forme de nos vêtements subit un changement cyclique qu'on appelle la mode, mais en dehors de cela, l'innovation est relativement faible. Or, remarquez-le, les professions maintenant qui innovent peu, vous pouvez le remarquer dans le monde entier, sont celles qui traditionnellement connaissent des difficultés économiques et sociales. Le textile, l'agriculture, le bâtiment, l'enseignement sont précisément des professions que l'élévation de niveau de vie et de productivité des autres professions innovatrices paupérise peu à peu, si vous voulez, rejette peu à peu à un niveau de vie, je ne dirais pas plus bas, mais à un niveau de vie extérieur à celui de la société la plus dynamique. Alors comment fait-on un produit vendable avec une idée? Le mieux pour le savoir était de rendre visite à l'un de ces hommes qui ne vivent que de l'invention, plus précisément à l'homme qui a imaginé tour à tour le calculateur à courant d'air, la machine à éplucher les cacahuètes et l'aérotrain. Jean Bertin, 54 ans, polytechnicien et licencié en droit. François de Closet va nous piloter maintenant à travers cette étonnante pépinière à idées. Mais est-ce que l'innovation, c'est pas une aventure dangereuse? Ah si, la première condition, c'est de savoir prendre des risques. Car il n'y a pas d'innovation réussie sans qu'il y ait eu peut-être 10 idées au moins qui aient été essayées. Donc il y a un coefficient d'échec. Ne parlons pas du coefficient de réussite, il y a un coefficient d'échec qui est très important. Et au fond, tout le problème, c'est de savoir éliminer, avant que ça ne coûte trop cher, éliminer dès qu'on a les informations nécessaires pour le faire. Nous avons un volume de travail considérable avec les grands services d'État et les grandes entreprises, grâce auxquels nos collaborateurs acquièrent des connaissances vraiment très poussées dans beaucoup de domaines de la physique. C'est-à-dire, par exemple, l'aéronautique, le nucléaire, le spatial, etc. Et alors, ensuite, grâce à ces connaissances de techniques de pointe, vous cherchez des applications pour le grand public, plus courantes. Eh bien, nous cherchons des applications qui peuvent intéresser n'importe quel de nos clients. Exemple, ça, la série des ventouses. Là, vous avez une idée de base. Oui, il y a un de nos ingénieurs, M. Dution, qui a eu l'idée de substituer l'air comprimé au vide pour arriver à faire une ventouse qui soit robuste et économique. Parce que c'était pas facile d'avoir des tuyaux de vide, mais c'est facile d'avoir des tuyaux d'air. Exactement, il y a l'air comprimé partout, et il y a un petit système statique qui transforme cette pression de l'air en dépression dans la ventouse. Mais jusqu'à la ventouse, vous avez l'air comprimé, si bien que ça se vend partout. Alors ça marche bien. Oh, ça marche parfaitement. Ce qu'on regrette, c'est qu'à l'époque, il n'y ait pas eu d'industriel pour y croire. Nous les vendons, nous gagnons de l'argent avec. Mais vous n'avez jamais eu d'échec avec ça? Avec les ventouses, il y a eu des échecs liés à certains produits. Par exemple, on avait essayé de faire de la manutention de roues de gruyère, par exemple, ou de papier, de rouleaux de papier.
Et ça n'a pas marché. Et vous arrivez maintenant à la ventouse sans contact. Oui, alors là, c'est une ventouse tout à fait extraordinaire, en sens qu'elle réussit à attirer la plaque, par exemple, mais sans qu'elle touche. Elle ne touche absolument pas. Et la plaque peut tourner sans aucun effort. Et il n'y a aucun contact entre la ventouse et la plaque. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est compliqué à expliquer, mais enfin, ça marche. Bon. Vous le tenez. Tiens, on pousse. C'est la table à coussin d'air. C'est ça, la table de transfert. Vous savez que au fond, les usines maintenant, ce sont des transferts de matériel d'un bout à l'autre. Eh bien, on peut faire ce transfert par glissement et il n'y a pas d'entretien. Mais en parlant justement du coussin d'air, des véhicules à coussin d'air, tous actuellement ne marchent pas sur le plan économique. Eh bien, écoutez, dans les 3 grandes catégories que nous avions envisagées, c'est-à-dire les véhicules guidés, les véhicules marins et les véhicules terrestres marchent techniquement remarquablement, mais ne débouchent pas parce qu'il faut une politique d'ensemble d'un gouvernement, car ils sont économiques pour des pays neufs. Si on a une politique de route d'un type nouveau, c'est-à-dire de route très économique. Ici, une autre innovation, c'est la machine à nettoyer les feux de piste. Ça marche, ça se vend? Ah, ça très bien. Très bien, et vous savez que les avions n'atterrissent dans les conditions difficiles qu'à condition de bien voir la piste. Et la technique a conduit ces derniers temps à multiplier par un facteur considérable ces feux encastrés. Eh bien, le pétrole, le caoutchouc, les bouches, et c'est une question fondamentale de sécurité de les nettoyer vite. Alors voilà l'appareil. Et ce sont les compagnies aériennes, les aéroports qui vous l'ont demandé ou vous qui avez pensé à faire cet appareil? Eh bien, si vous voulez, il y a toujours une action combinée. Nos ingénieurs, nos spécialistes sont en liaison, bien sûr, pour d'autres problèmes avec les gens du transport aérien et des aérodromes. Et connaissant le besoin, ils ont eu l'idée du moyen qui permettrait de résoudre cette difficulté. Et le vortex, cet appareil, ce tourbillon qui enlève les hydrocarbures à la surface des eaux. Où ça en est? Alors pour vous, une innovation comme ça? Une innovation est en partie réussie et a une autre partie qui est en cours de développement encore. Celle qui est réussie, c'est l'application du vortex à ce qu'on appelle les eaux closes. C'est-à-dire les eaux soit de bassin, soit de port, dans lesquelles il n'y a pas trop de vagues. Là, ça marche parfaitement. Dans les bassins de raffinerie, c'est appliqué. Et puis maintenant, nous sommes en train d'essayer d'étendre ça à la mer. Alors là, il y a les vagues, il y a des tas d'autres problèmes, mais enfin, disons que le développement suit son cours normalement. Aladdin, ça, c'est quand même à la fois un début et un aboutissement. C'est le fameux appareil à décollage court des fils et qu'on n'arrive pas à mettre au point. Mais décollage court, tout le monde y pense depuis longtemps, mais ce qu'on a dit dès 1965 qui était fondamental, c'est qu'il soit silencieux. Et c'est en 1965 qu'ils ont posé la condition qui est reconnue fondamentale par tout le monde maintenant, que cet avion soit silencieux. Ne pas transformer, pas mettre des aéroports dans les villes. Oui, on veut ça. Ou alors à condition que personne ne les entende. Alors ici, la machine à éplucher les cacahuètes. Ça oui, alors ça, si vous voulez la faire fonctionner, ben non, c'est si vous voulez, c'est un besoin qui existe dans de nombreux, cas de fruits qu'il faut décortiquer. Autrement dit, il n'y a pas pour vous de petits problèmes et de petits clients. Non. Il y a des clients qui ont des besoins qu'on doit satisfaire. Alors cela, c'est la machine transfert, la table transfert aérodynamique. Uniquement des jets d'air propulsent les pièces à usiner. Exactement, suivant des trajets qu'on peut commander, qu'on peut combiner. Et ici, elles vont propulser même des bouteilles. Oui, si vous les mettre en route. Alors, vous avez aussi pensé à ceci, la boîte de conserve qui s'ouvre sans ouvre-boîte. Oui, mais ça c'est un cas intéressant parce que justement, c'est le cas d'un procédé dont l'idée est chez le client. C'est la société métallurgique de Douarnenez qui a eu l'idée de cette boîte. Mais nous lui avons fait
tout le développement du matériel qui permettait effectivement de souder ces boîtes une fois remplies. Vous voyez, elles s'ouvrent très très facilement puisqu'il suffit de tirer ce ruban pour ouvrir la boîte. Voici en somme le calculateur à courant d'air. Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui est assez curieusement un sous-produit de la déviation de jet des avions dont nous parlions et que nous avions développé autrefois. On arrive à faire toutes les fonctions de l'électronique avec un courant d'air. Ça rapporte de l'argent, ça? Eh bien, disons que ça commence. Ça sort de la phase de développement et il y a déjà de nombreuses applications en cours. Est-ce que c'est un métier intéressant d'être innovateur? Eh bien, disons que c'est un métier qui est passionnant, c'est sûr. Il est toutefois un petit peu difficile depuis quelques années, pour une simple raison, c'est qu'avec l'évolution économique que vous connaissez, les marges financières à la disposition des industriels pour faire du développement sont de plus en plus faibles. Et c'est ça le vrai problème. En somme, on vous pardonne de moins en moins les chèques? C'est ça, et on nous paie aussi, je dois dire, pas tout à fait, je crois, à la valeur des services qu'on rend parfois. Enfin, ça nous essaierons de nous faire payer. Étonnant. Innover coûte cher. Lorsqu'on a dépensé 1 franc pour chercher, 1 franc pour trouver, il faut en investir 10 pour développer l'idée qu'on a ainsi trouvée et 100 pour arriver à sortir un produit commercialisable. Cette dernière étape de la production, la plus onéreuse, est financée par des banques privées comme l'E&D, la Société de développement des entreprises. François Cornet. Monsieur, vous êtes le banquier de l'innovation. On dit que l'innovation française se porte mal. Trouvez-vous actuellement qu'il y a en France suffisamment d'innovation pour que votre métier soit rentable? Oui, définitivement. Il y a en France, à mon avis, une masse d'innovation dont l'exploitation peut être très rentable à plusieurs conditions. La première est qu'il faut agir vite, exploiter l'avance le plus rapidement possible, et pour ça donner à l'entreprise basée sur l'innovation immédiatement les caractéristiques d'une grande entreprise, pour qu'elle soit capable de lutter, en particulier sur tous les marchés étrangers, le plus tôt possible. La deuxième est qu'il faut avoir les nerfs et les reins solides pour faire face aux crises de croissance pendant longtemps. La troisième, c'est que l'argent ne suffit pas. Il faut en effet apporter des conseils de gestion. C'est pourquoi nous nous considérons non comme des banquiers, mais comme des spécialistes de la croissance rapide. À ces conditions, je crois que l'association étroite entre l'entrepreneur innovateur et ce type nouveau de financier peut conduire à des succès considérables et très rentables pour l'entrepreneur, le financier et la communauté. L'imagination française a été récompensée hier aux États-Unis. Le fait est assez rare, je crois, pour être signalé. Le Club Méditerranée, un club de vacances, a en effet reçu le prix des innovateurs pour avoir, je cite, jeté les bases d'un nouveau style de vie sur une échelle et avec des méthodes inédites. Récompense à Paris aussi, M. Ortoli remettra dans quelques heures maintenant les Apollos de l'innovation à 6 autres entreprises françaises. On peut innover dans tous les domaines. Témoin, cette entreprise alsacienne, lauréate du même concours des Apollos l'an dernier, et qui a réussi à réinventer un outil presque aussi vieux que l'homme, le marteau. Reportage de Bruno Albin. Le marteau qui se démanche, c'est l'un des petits soucis quotidiens de l'ouvrier des temps modernes. En partant de cette constatation, une entreprise alsacienne de Saverne a réussi à remonter son chiffre d'affaires de façon spectaculaire en mettant au point un marteau révolutionnaire. Le manche reste obstinément solidaire de la masse. Au départ, quelques idées toutes simples, tout est perfectible et rien n'est définitif. Une connaissance avancée de la façon de traiter les matériaux modernes. Enfin, la décision de souder ensemble le métal et la manche avec de la matière plastique. Nous pensons que le marteau n'est qu'un des aspects de la question. Pour nous, c'est tout l'outillage à main qui est en question et que nous pensons reprendre progressivement par des études. Nous pensons en effet que ce qui compte avant tout dans un outil, c'est sa fonction et non pas ses formes actuelles qui peuvent être
qui peuvent avoir leurs origines dans le passé. Or, actuellement, avec les moyens dont nous disposons, les matériaux nouveaux, les techniques nouvelles, eh bien, un outil se caractérise par sa fonction et nous n'avons pas le droit de préjuger a priori dans quel matériau et quelle forme il doit avoir. En fait, le succès remporté par le marteau au manche qui ne s'en va pas est la récompense d'une recherche permanente, une recherche qui s'étend à d'autres domaines tout aussi importants s'ils sont moins spectaculaires. Les boulons d'ancrage, les embouts de sécurité pour les chaussures des mineurs, ce sont des aspects de la production qui comptent. Dans un domaine aussi traditionnel que celui de la forge, cette innovation a permis à l'entreprise de développer son taux de croissance au rythme de 20% par an. C'est une marque de dynamisme assez exceptionnelle. Ça se traduit par des augmentations de nos ventes, de l'outillage à main, tout d'abord sur les marteaux, puisqu'il y a une série de formes, de types de marteaux que nous ne fabriquions pas et que cette nouvelle technique nous a permis de lancer dans d'excellentes conditions. Et deuxièmement, si vous voulez, le marteau est pour nous une sorte de locomotive pour entraîner un peu tout le reste de l'outillage à main. À partir du moment où nos représentants ont en main un article nouveau, pour eux, c'est un excellent porte-drapeau, si vous voulez, pour faire passer le reste de l'outillage, dans lequel également nous avons des études en cours pour appliquer ces mêmes principes. On a mis au point ce nouveau marteau de façon très scientifique en l'étudiant dans ses moindres détails sur la planche à dessin. Parmi les techniciens de l'entreprise, un ancien de Pierre Latte, ce qui semble évident et parfois assez difficile. C'était un reportage de notre station de Strasbourg. Le gouvernement, Jean Lozy vous le disait tout à l'heure, est décidé à encourager l'innovation. Monsieur Ortoli, ministre du Développement industriel, annoncera demain soir devant les participants au colloque Innovation et Progrès les mesures que le gouvernement compte prendre pour stimuler l'imagination créatrice. Voici en avant-première pour Télémidi les idées de François Ortoli sur la façon de pousser les autres à en avoir. Actuellement est celui de la sécurité. Est-ce que vous pensez que ça crée un climat propice à cette course justement à l'innovation? Quand vous dites que le besoin dominant est un besoin de sécurité, c'est possible. Il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde souhaite la sécurité, mais tout le monde souhaite aussi la nouveauté. La preuve en est que la mode se diffuse, que lorsqu'un produit nouveau apparaît, quand il répond bien à un besoin, il se répand très rapidement. Et je crois par conséquent qu'il y a un élément d'appel, un élément de besoin qui explique que l'innovation arrive, et d'ailleurs la preuve en est qu'elle arrive, que nous la voyons partout, ce qui prouve qu'elle répond bien elle aussi à un besoin très profond. Oui, mais la nouveauté menace tout de même l'emploi dans certaines régions, il la crée dans certaines professions. Aussi, et l'absence de nouveauté peut menacer l'emploi. Est-ce que vous pensez que le système scolaire français est très adapté à la créativité? Il est plutôt fondé sur la transmission des connaissances, sur le passé. J'ai l'impression en effet qu'une évolution du système scolaire favoriserait la créativité, et c'est une des idées que nous avons d'ailleurs, que d'introduire des éléments plus souples, plus nouveaux dans le système scolaire pour qu'on comprenne mieux le monde dans lequel on vit et ce qu'on peut apporter à ce monde. L'innovation, c'est bien sûr la matière grise, mais c'est aussi, et beaucoup même, l'argent. Est-ce que l'État songe à créer une banque nationale de l'innovation? Non, nous ne voulons pas créer une banque nationale de l'innovation, ne serait-ce que parce que je pense que l'innovation ne se laisse pas mettre en cage et qu'il est nécessaire qu'il y ait un mouvement spontané qui apporte de l'argent pour les idées qui existent. Ceci dit, nous voulons contribuer au déclenchement de ce mouvement et nous allons lancer très rapidement une société d'études qui s'appelle Cefinova et qui permettra d'analyser les conditions dans lesquelles on peut aider l'innovation. D'autre part, nous pensons à des prêts aux inventeurs que nous pourrions lancer. Mais il existe déjà des entreprises dont c'est la spécialité que d'apporter une aide à ceux qui ont une bonne idée à mettre sur le marché. Justement, on voit bien ce qui peut stimuler l'imagination quand il s'agit de secteurs de consommation, là où il y a le profit. Mais est-ce que justement, vous ne pensez pas faire quelque chose pour encourager l'innovation dans des secteurs qui touchent directement au cadre de vie des Français? Tout à fait. Nous avons retenu, par exemple, dans le programme d'innovation, enfin de choses à aider, la destruction des déchets, qui est évidemment un élément extrêmement important. Nous avons retenu un plan construction dans lequel nous faisons des études sur les matériaux, de manière à ce qu'ils soient plus robustes et moins sonores, etc. etc. Bon nombre d'innovations sont inutiles, elles servent surtout d'argument de vente. On change le flacon, on ne change pas la liqueur. Alors, que compte faire le gouvernement pour essayer de stimuler l'innovation utile au profit Je crois d'abord évidemment que
toute l'aide que le gouvernement apporte doit aller autant que possible vers des innovations qui sont des innovations utiles. Et quand vous dites que bon nombre d'innovations sont inutiles, c'est parce qu'on pense à ce qu'on appelle un peu les gadgets, n'est-ce pas? Ou des choses qui rendent un service en réalité plus coûteux. Oui, on pense à tous les cerveaux qui sont immobilisés sur l'invention d'une nouvelle calandre d'automobile ou d'une poudre à laver qui n'est pas différente de la précédente. Ceci peut être utile sous un certain aspect dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le maintien sur le marché, le fait de pouvoir vendre des produits, donc entretenir l'emploi. Mais à côté de ceci, il y a toute une série d'actions. Et par exemple, nous avons créé une agence nationale pour la valorisation de la recherche qui va chercher des inventions que nous considérons comme utiles et transmissibles pour les faire passer sur le marché. Dans certains cas, l'innovation va trop vite et elle est même génératrice de gaspillage. Je pense par exemple au transport aérien où on a renouvelé les appareils à une cadence trop rapide, semble-t-il. Même l'Airbus va arriver sur le marché peut-être en avance sur son temps. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État, à partir du moment où il décide d'intervenir, pourrait peut-être planifier justement l'arrivée des innovations sur le marché? Vous posez un très grand problème. Je ne suis pas sûr qu'en matière de transport aérien, ceci soit notamment vrai, mais c'est une autre affaire. Ce qui me paraît sûr, c'est que c'est le problème de la concurrence entre les pays et je dirais entre les idées. À partir du moment où une idée apparaît, il est extrêmement difficile d'en contrôler le développement et la mise en place. Et il est bien évident que dans un certain nombre de cas, nous voyons surgir, je le vois dans certains secteurs industriels, des choses qui sont très utiles, qui apportent une réponse au problème, mais qui, un peu rapidement, bouleversent ou transforment la structure d'une industrie. Et là, c'est un peu la contrepartie, je dirais, de l'intelligence et de la curiosité humaine. Est-ce que vous pensez que les partis politiques s'organisent actuellement pour contrôler les idées nouvelles, pour les suivre, pour en suivre le cheminement, puisqu'après tout, c'est au parti qu'il appartiendra ensuite d'influer sur l'orientation que prendra la société industrielle? C'est pas ce que font les partis politiques. Je peux vous dire que nous, ce que nous voulons faire, c'est faire comprendre que l'innovation existe, faire comprendre qu'on est obligé à l'innovation parce que nous la demandons, et si nous ne la voulons pas, les autres nous la porteront. Et si nous ne la créons pas nous-mêmes, nous prendrons celle des autres, mais c'est chez eux qu'on aura produit les produits ou produit les services. Et pour ce qui nous concerne, nous cherchons à développer l'innovation, mais bien avec l'idée que vous disiez, c'est-à-dire de chercher à l'orienter vers ce qui est le plus utile. Et j'ai déjà dit qu'une grande partie de l'innovation, telle que nous devons l'aider, me semble être orientée vers la qualité de la vie, vers les problèmes, les nuisances de la civilisation humaine, par exemple. Je vous remercie. Voilà, c'était Hebdo Affaires. Dernière minute, l'un des naufragés du cargo français Maori en difficulté dans l'Atlantique, l'un d'entre eux vient d'être repêché par un cargo allemand. C'était il y a un peu plus d'une heure. On l'a appris à la station de radio maritime du Conquet, près de Brest, bien sûr. Les recherches se poursuivent. Les cotations à la bourse, Michel Tardieu. Ça va un petit peu mieux. En tout cas, à l'ouverture, ça allait un petit peu mieux. Il faut se méfier parce que hier aussi, il y avait eu des velléités de reprise à l'ouverture. Puis finalement, l'indice avait été quand même finalement en baisse. Aujourd'hui, l'indice de 13 heures est en légère hausse. Espérons que celui de la fin de séance sera lui aussi en hausse. D'ailleurs, nous allons regarder tout de suite quelques hausses parmi d'autres. Mais il faut bien dire que s'il y a eu un coup d'arrêt qui a été donné à la baisse, ce n'est pas encore vraiment la reprise. De toute façon, la reprise aurait du mal à se développer de façon très solide dans les conditions actuelles, puisque les incertitudes monétaires persistent. Elles persistent et le différend monétaire franco-allemand semble, en tout cas en ce qui concerne la presse, s'envenimer un petit peu. Les journaux allemands montrent une certaine aigreur à l'égard des positions françaises. Et puis d'autre part, sur le marché des changes, les grandes manœuvres continuent. En ce moment, la vedette est à nouveau le yen japonais, car il y a un bruit qui court selon lequel les Japonais auraient accepté finalement de réévaluer leur monnaie d'un montant qui satisferait les Américains. Or, les Américains voulaient que la réévaluation du yen soit très forte. Et curieusement, ce bruit de réévaluation du yen, qui contribue bien sûr à soutenir les cours du yen sur le marché monétaire parce que les gens voudraient profiter de cette réévaluation, profite également au dollar qui est ferme, puisque si les Japonais réévaluent dans de grandes conditions, dans une grande proportion, eh bien ce sera une victoire pour les Américains. Donc le dollar lui aussi est ferme en raison de la bonne santé du yen. Mais cette fermeté du dollar n'a pas empêché Wall Street de baisser, et ce qui explique aussi la certitude qui persiste sur toutes les places internationales. Vous avez vu que Hachette était en reprise, était parmi les valeurs qui remontent aujourd'hui. La société vient de préciser qu'il y avait toujours une grande différence entre ses résultats semestriels et ses résultats annuels, et qu'on ne pouvait pas dégager des premiers des perspectives sur les seconds. Une précision qui vient un petit peu en retard, car la publication des résultats semestriels d'Hachette avait fait baisser très sensiblement le titre. Péchinet, vous venez de le voir, a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires, une baisse de l'ordre de 7,5%, mais
le dividende sera maintenu. Vous avez vu également que Michelin était parmi les sociétés en hausse aujourd'hui. Michelin a écrit à ses actionnaires pour signaler que l'ensemble des ventes du groupe étaient en augmentation de 13%. Mais il y a quand même des baisses, en voici quelques-unes. Les Ciments Lafarge ont d'ailleurs laissé entendre dans leur lettre aux actionnaires que leurs résultats de cette année seraient probablement en légère baisse sur ceux de l'année dernière. Dans le secteur des bâtiments et travaux publics, 3 hausses. Celle de la Générale d'entreprise est assez sensible. Les ciments français, eux, baissent. De la même façon d'ailleurs que les ciments Lafarge. Sur le marché de l'or, pas grand chose à signaler. Les mines d'or, elles, vous en avez vu une ou deux tout à l'heure, les mines d'or, elles, sont fermes. Parce que de nouveau, on parle de réévaluation éventuelle du prix de l'or, mais c'est un petit peu un de ces mythes qui revient régulièrement sur le marché. Il suffit que le ministre des Finances d'Afrique du Sud fasse une déclaration pour que les capitalistes, ou certains d'entre eux en tout cas, veulent croire de nouveau aux vertus de l'or. Donc une légère reprise sur les mines d'or. Le métal, lui, vous venez de le voir, 5 francs de plus sur lingot, mais cela n'empêche pas le Pinède de perdre encore aujourd'hui 20 centimes, alors que le Napoléon gagnait, lui, 10 centimes. Ici, la Bourse de Paris, à vous Jean Lanzy. Et pour conclure, une dernière nouvelle, une toute petite. Conservatrice mais sensible à l'appel des amis de la nature, l'armée britannique désormais n'achètera plus de tabliers de tigre ou de tabliers de léopard pour les joueurs de grosses caisses de ses orchestres. Après liquidation des stocks actuels, les nouveaux tabliers seront fabriqués en matière synthétique. Et ainsi, le directeur des orchestres de l'armée britannique précise que cette mesure va soulager le budget de l'armée. En effet, une peau véritable, une peau de tigre, une peau de léopard, coûte 200 livres, 2750 francs, alors qu'une peau synthétique atteint à peine 20 livres, 275 francs. Vous réalisez les économies quand vous savez qu'il y a 88 clics et orchestres dans l'armée britannique. Il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petites affaires, mais il y a quelquefois des petites nouvelles.